Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Encore une petite phrase qui passe mal. Hier, Emmanuel Macron, lors d'un déplacement en Corrèze, s'en est pris à ceux qui, je cite, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller chercher des postes. Une allusion non masquée aux salariés de GMS qui manifestaient. La polémique enfle, les réactions dans cette édition. Suspense autour du glyphosate. La Commission européenne doit se prononcer ces jours-ci sur le renouvellement de la licence de ce pesticide jugé cancérogène par l'OMS. La France votera non, affirme Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, sans interdire pour autant immédiatement son utilisation en France. Le débat à suivre. L'attribution des commissions, la dernière étape du renouvellement du Sénat se termine cet après-midi. Les sénateurs vont pouvoir entrer dans le vif du sujet car le calendrier parlementaire s'annonce chargé entre le projet de loi terrorisme et la préparation du budget. On en parle dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui pour toutes les réactions à la politique aujourd'hui, salle des conférences, le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, le gouvernement a-t-il ouvert une brèche dans les ordonnances? Un accord syndicat, patronat et gouvernement a été signé hier soir au ministère des Transports. Il met fin à 2 semaines de bras de fer sur la question des primes, mais revient sur la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Sandra Cerquera. Jour de crise, le bout du tunnel. Patronat, syndicats du secteur et gouvernement sont tombés d'accord pour sécuriser au niveau de la branche une partie de la rémunération des routiers, menacés en partie par les ordonnances sur la loi travail. Ils conserveront leurs primes, les frais de déplacement ou encore leur 13e mois. Pour ce sénateur de La République En Marche, cet accord montre la capacité du gouvernement au dialogue. Dans le domaine des transports routiers, il y a quand même des particularités qui étaient nécessaires de prendre en compte. Ça a été le cas. On a là l'illustration que finalement, dans ce cadre général qui a été fixé par le président de la République et par le gouvernement, il y a possibilité, quand les uns et les autres veulent s'entendre, d'avancer. À droite et au centre, cet accord interroge. Il pourrait ouvrir la porte à d'autres revendications. Ou vous ne faites rien, et à ce moment-là, vous avez un risque de blocage, de conflit complet. Ou alors vous ouvrez une brèche, bien entendu, et derrière, il y en a certainement qui vont s'engouffrer dedans, c'est évident. On peut imaginer que chaque profession pourrait se donner l'occasion, à travers cette période compliquée, de faire valoir ses propres revendications sans une vision plus globale de la situation. Malgré l'accord trouvé avec le gouvernement, la CGT Transport dit vouloir continuer le combat contre les ordonnances. Nouvelle polémique après les propos d'Emmanuel Macron. Hier, en marge d'un déplacement en Corrèze, il s'en est pris à ceux qui foutent le bordel. Allusion aux salariés de GMS qui manifestaient. Le chef de l'État n'en est pas à son premier dérapage verbal, certainement contrôlé. Jérôme Rabier. C'est lors d'une conversation avec le président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qu'Emmanuel Macron lâche sa phrase sur les salariés de GMS, alors que ces derniers manifestent à proximité du centre d'apprentissage qu'ils visitent. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ah oui, mais il va falloir des fois ça, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Oui, mais je sais bien. Mais c'est pas loin de GSE. Bronca immédiate de la classe politique qui dénonce un président qui méprise les Français. C'est de l'arrogance. On a un président qui ne supporte pas la moindre contestation. Et pour un président de la République, il faut toujours plutôt chercher quand même à expliquer et trouver des solutions plutôt que de renvoyer au travers d'un slogan chacun à sa propre responsabilité. La transgression, la provocation, c'est un peu dans ses codes. Un parler vrai toujours assumé par le président et dont il est coutumier. En juin dernier, c'est devant des entrepreneurs qu'il prononce une autre phrase polémique. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et c'est à la veille de manifestations contre les ordonnances qu'il dénonce les conservatismes en des termes peu amènes. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Un style qu'Emmanuel Macron avait déjà avant d'accéder à l'Élysée. Ministre de l'économie, ses propos face à des syndicalistes à Lunel avaient eux aussi fait couler beaucoup d'encre. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est travailler. Une seule fois, Emmanuel Macron s'est excusé lorsqu'il avait parlé d'illettrés en évoquant les salariés de l'usine GAD en 2014. Pour tout le reste, il maintient ses déclarations.
On va tout de suite retrouver Tam Tranieu en direct de la salle des conférences pour une première réaction. À vos côtés, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris. C'est à vous. Oui, je suis avec Marie-Noëlle Lienemann, nouvelle vice-présidente socialiste du Sénat. Alors, qu'avez-vous pensé des propos d'Emmanuel Macron hier en Corrèze, le chef de l'État qui a estimé, et je le cite, que certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parlant d'Ussel en Corrèze? Écoutez, d'abord, la chose qui est simple, c'est qu'il est en train de il se sarkozyse. C'est-à-dire, on a droit aux formules de provocation, de mépris, de division des gens, de grandes phrases à l'emporte-pièce qui montrent une incapacité à avoir la force et la sérénité du poste présidentiel. En même temps, sur le fond, ça révèle aussi cette espèce de renvoi de chacun à sa situation. S'il y a des opportunités d'emploi pour les gens qui ne sont pas repris à GMES, c'est au rôle de Pôle emploi, de la puissance publique, d'accompagner les bonnes informations, voire les formations nécessaires pour permettre à certains d'entre eux qui le souhaiteraient pouvoir rejoindre ces postes. Et puis enfin, plus globalement, je crois que c'est chasser le naturel, il revient au galop. En fait, non seulement il est le président des riches, mais il veut être le président des winners, méprisant tous les autres. Mais vous ne pensez pas que c'est plus que du naturel? Est-ce que ce n'est pas une stratégie? On a entendu ses propos sur les fainéants début septembre. Il commence à devenir un habitué de ce type de formule choc plus que fleurie. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est la stratégie de Sarkozy de toujours clouer au pilori une partie de la population française et de la mépriser. On voit que ça n'a pas réussi au président de la République, mais surtout, ça crée un climat détestable dans le pays. Les chômeurs seraient des fainéants, les gens qui sont licenciés devraient être contents à partir du moment où ils seraient formés pour faire autre chose sans penser aux conditions dans lesquelles ça se fait. Tout ça est extrêmement grave à un moment où on voit bien que dans le pays il y a un malaise très profond, d'ailleurs pour ça qu'il s'énerve, il y a un malaise très profond et au lieu d'assumer des réponses concrètes à ce malaise, il va jouer la dispersion et la division. Alors il y a donc ce signal d'un côté et de l'autre sur le fond, eh bien, l'exécutif a finalement cédé aux routiers. Est-ce que c'est une brèche ouverte dans les ordonnances selon vous? Je l'espère, en tout cas, il était tout à fait indispensable que les routiers soient entendus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est une bonne nouvelle pour les routiers. Simplement, dans de très nombreuses branches, vous avez des salariés qui vont avoir leurs primes, leurs 13e mois, qui vont être menacés et qui n'ont pas forcément le rapport de force sociale que les routiers ont créé et qu'ils ont. Et ça montre bien que ces ordonnances sont néfastes pour les salariés et qu'il faut les remettre en cause. En clair, pour vous, c'est la capacité de nuisance qu'avaient les routiers qui explique que l'exécutif est cédé. Ça ne sera pas le cas pour des professions peut-être moins bien représentées. Je ne dis pas que c'est leur capacité de nuisance, c'est leur mobilisation et leur capacité effectivement à peser sur les événements. Simplement, j'observe que dans certaines branches et dans des toutes petites entreprises plus éclatées comme milieu, eh ben, les mêmes régressions risquent d'avoir lieu, d'où l'importance d'une mobilisation pas simplement des routiers, mais beaucoup plus large pour s'opposer à ces ordonnances. Vous pensez qu'on peut encore lutter contre les ordonnances donc aujourd'hui? Je crois qu'il va y avoir beaucoup de prise de conscience par les Français des conséquences concrètes et tangibles, alors que déjà ils ne les approuvent pas dans leur état d'esprit et qu'une bataille n'est jamais perdue et que celle-là, il faut continuer à la mener. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette première réaction. Alors je vous le disais en titre, la répartition des commissions est en cours au Sénat. On va en parler dans un instant avec Quentin Calmet. Cette répartition a été annoncée en séance après la traditionnelle photo de rentrée. C'était dans l'hémicycle tout à l'heure. Et puis un hommage a été rendu à Gérard Larcher, à Jean-Pierre Raffarin qui vient de quitter le Sénat. On l'écoute. J'ai pris acte de la démission à compter du mercredi 4 octobre 2017 à minuit de M. Jean-Pierre Raffarin, sénateur de la Vienne. Son siège, devenu vacant, sera pourvu par une élection partielle. Je profite devant vous de cette occasion pour remercier Jean-Pierre Raffarin dans l'exercice de son mandat de sénateur et j'allais dire des 3 années notamment où il a conduit avec le talent
et le rayonnement qu'on sait, la commission de la défense des affaires étrangères et de nos forces armées. Et je dois le dire que pour le rayonnement du Sénat, il a beaucoup apporté et je voudrais le saluer particulièrement. Et on va parler à présent de l'attribution des commissions avec vous, Quentin Calmet. Bonjour. Bonjour. Vous le disiez, c'est la dernière étape du renouvellement du Sénat. Et oui, tout à fait. C'est un rituel qui revient à chaque renouvellement. Et donc, tous les 3 ans, chaque commission du Sénat installe son bureau, c'est-à-dire désigne son président et répartit comme ça les sièges. Et ce matin, c'est donc dans un ordre établi méticuleusement qu'a été organisé chaque groupe de travail parlementaire, avec en premier la commission des finances, la plus prestigieuse, suivie par la commission des lois, et ainsi de suite, affaires économiques, affaires sociales, etc., etc. Et pour autant, peu de changements à la tête de ces commissions, Quentin. Oui, déjà, je voulais qu'on vous montre quelques tweets, parce qu'il y avait ce matin en commission une ambiance de rentrée des classes. Beaucoup de sénateurs y sont allés d'un petit message pour raconter l'ambiance en réunion. Là, par exemple, en commission des finances. Vous le savez, la commission des finances, la plus importante au Sénat, elle est par tradition présidée par l'opposition sénatoriale, en l'occurrence un parlementaire socialiste, ici à la Chambre haute. Et avec le départ de Michel André, eh bien c'est Vincent Eblé, élu socialiste de la Seine-et-Marne, qui la remplace. Le poste très important de rapporteur général du budget échoua quant à lui à Albéric de Montgolfier, qui occupait déjà cette fonction avant le renouvellement du 24 septembre. Mais vous le disiez, ce que l'on retient, c'est que malgré le fort renouvellement cette année, peu de changements à la tête de ces commissions. Philippe Bas est reconduit à la commission des lois. Il était le seul candidat et a été applaudi par ses collègues de la droite et du centre. Il est au passage nommé rapporteur du projet de loi antiterroriste examiné en commission mixte paritaire lundi. Qu'en est-il des autres commissions, Quentin ? Eh bien, là où il y avait un peu de suspense, c'est la commission des affaires économiques avec le départ de Jean-Claude Lenoir. Ce sera donc une femme pour le remplacer. Sophie Primas a été désignée par ses collègues. Autre commission très importante, celle de l'aménagement du territoire et du développement durable. C'est Hervé Moret qui est reconduit à la tête de cette commission. Et enfin, Delphine, un dernier mot pour parler de ce point d'orgue de cette journée. Tout à l'heure à 17h, la conférence des présidents qui réunira tous les présidents de commission, des présidents de groupe, autour de Gérard Larcher avec les vice-présidents du Sénat, avec une mission, arrêter l'agenda de la Haute Assemblée pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, Quentin, et on en parlera avec mes invités à 16h. On continue les réactions politiques à l'actualité aujourd'hui avec vous, Tam Tranui. Vous êtes avec le sénateur LR de la Meuse, Gérard Longuet. Oui, effectivement, Gérard Longuet. Alors, l'actualité politique, eh bien, ce sont les mots hier d'Emmanuel Macron qui, lors de son déplacement en Corrèze, a parlé de certains qui foutent le bordel et qui ferait mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parlant eh bien, de certains salariés de GMS. Quelle est votre réaction ? Le président Macron est comme il est. C'est une intelligence vive, aiguë, et qui est en général bien élevée, et qui a parfois les mots de tous les jours pour désigner une situation. On le savait avant qu'il ne soit élu, il avait parlé d'illettrés, ce qui était exagéré. Pour les abatteurs de mais il y a quand même des gens qui n'ont pas le niveau de formation. Il a parlé de fainéants, on n'a pas très bien compris qui était fainéant. Ce n'était pas très aimable s'il visait ses prédécesseurs. Et là, sur l'histoire du désordre, pour prendre un mot plus habituel, il est vrai que dans cette lutte sociale, il y a des gens qui recherchent de l'emploi, il y a des gens qui animent la notoriété du combat. Alors, ceux qui sur le fond, vous êtes plutôt en accord avec lui. Je suis plutôt en accord. Sur la forme, est-ce que ce n'est pas même irrespectueux pour toute une partie des Français ? C'est très simple. Hein. Si on élit un président qui a moins de 40 ans, il se comportera comme un homme de moins de 40 ans. On le savait en l'élisant. Vous l'avez dit, hein, c'est presque un habitué de ce type de formule. Vous ne pensez pas qu'il y a une stratégie de division ? Certains y voient cela aussi ? Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a aucune stratégie. Je crois que c'est quelqu'un qui est assez naturel. Et vous savez, dans le monde politique d'aujourd'hui, on est suivi en permanence par des micros. Et si l'on veut se protéger de tout, on devient banal. Il ne pouvait pas ignorer qu'il était suivi par des micros sur un tel déplacement hier. Je suis complètement d'accord avec vous, mais on a besoin d'être soi-même. Et après tout, je le répète, il a été élu en toute connaissance de cause. Au groupe socialiste, certains estiment qu'il se sarkozise. C'est ce que nous a dit tout à l'heure Marie-Noëlle Lienemann. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on avait beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir dit un certain nombre de vérités, parfois peut-être même plus brutales encore, je ne les citerai pas. Non, je crois il faut accepter l'idée
que le président du quinquennat est descendu dans l'arène politique quotidienne. Ce n'est plus le président du septennat et tous les jours on en tire les conséquences. Ce n'est pas le président jupitérien non plus. Non, Jupiter ne descendait pas parmi les mortels. Un mot, Gérard Longuet, de l'actualité au Sénat. Vous venez de poser dans l'hémicycle au milieu du nouveau Sénat et au milieu dans le Sénat où il y a un nouveau groupe, ce groupe des indépendants. Indépendants et territoires. Indépendants et territoires. Est-ce que vous pensez que l'on peut rester les Républicains et appartenir à ce groupe qui est un petit peu l'équivalent des constructifs à l'Assemblée nationale? Je ne crois pas que ce soit l'équivalent, sinon ils auraient choisi un autre leader. Je pense profondément que Claude Malhuret est un homme indépendant, je le connais comme tel depuis toujours, et il a rassemblé des gens qui ont la même attitude. Le seul ennui quand vous rassemblez des indépendants, c'est qu'en général, vous n'avez pas de pensée commune. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut Donc c'est un groupe qui n'existe pas. D'accord, c'est un groupe qui n'existe pas. Néanmoins, sur le papier, il existe. Non, pas du tout. Il existe. Mais quand vous fédérez des indépendants, c'est relativement difficile d'avoir un message commun. L'avantage d'appartenir aux Républicains, on peut avoir des avis différents, on débat entre nous, et lorsqu'il y a un point de vue majoritaire, ce point de vue s'impose à nous tous. Est-ce qu'il faut exclure ces personnes qui appartiennent aux indépendants des Républicains? Sûrement pas. Très bien. Merci beaucoup, Gérard Longuet, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam, pour cette nouvelle réaction en direct. La sénatrice Front National du Var, Claudine Kaufmann, qui vient de remplacer David Racheline, a été suspendue hier par son parti à titre provisoire en cause de sa page Facebook où elle comparait des migrants à l'occupation nazie. Contactée par téléphone, l'élu dénonce une cabale. Pour en savoir plus, l'article de Simon Barbary est à lire sur notre site publicsénat.fr. C'est le pesticide le plus utilisé au monde, mais aussi le plus contesté, le glyphosate. Des experts de la Commission européenne se réunissent aujourd'hui et demain pour se prononcer sur un éventuel renouvellement de sa licence sur fond de lobbying et de fausses informations de Monsanto. Le détail avec Julie Hulin. Un vote repoussé pour la 3e fois. À nouveau, l'Union européenne ne se prononcera pas sur le renouvellement de l'autorisation de commercialisation du glyphosate. Le comité d'experts réuni aujourd'hui et demain à Bruxelles doit faire face à l'affront de plusieurs États membres. Le glyphosate, c'est un des herbicides les plus utilisés au monde, présent dans 178 produits en France, dont le fameux Roundup de Monsanto. Sa dangerosité fait débat. Le Centre international de recherche sur le cancer l'a déclaré comme cancérogène probable. Des conclusions contestées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Une bataille d'experts et des pays divisés. Comme l'Autriche et l'Italie, la France a choisi le principe de précaution, en déclarant souhaiter l'interdiction du glyphosate d'ici 2022. Il y aura un vote au niveau de la Commission européenne et la France votera non, votera contre le renouvellement à 10 ans du glyphosate. Et aujourd'hui, le Premier ministre m'a chargé avec mon collègue du MTES, Nicolas Hulot, de trouver les moyens d'établir un calendrier de sortie de ce produit. Une annonce qui a poussé les producteurs français dans la rue. Des agriculteurs qui craignent pour leur compétitivité. L'Union européenne pourrait d'ici la fin du mois choisir de renouveler l'autorisation pour un temps plus limité que prévu, pendant que les actions en justice contre Monsanto se multiplient aux États-Unis comme en Europe. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Daniel Grémillet, bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains des Vosges. Merci d'être avec nous. Joël Labbé est également sur ce plateau. Bonjour, sénateur RDSE du Morbihan. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'accueille également François Weyreth. Vous êtes directeur et porte-parole de Génération Future. Merci d'être avec nous. Et Christophe Robin, bonjour. Vous êtes agriculteur. Vous représentez sur ce plateau les jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Première question pour vous, François Weyreth. Pourquoi faut-il aujourd'hui interdire, selon vous, le glyphosate? Le règlement européen de 2009 est assez clair. Il y a des critères d'exclusion automatique des produits qui sont prévus, notamment les cancérogènes certains et probables. Or, quand on suit l'avis du Centre international de recherche sur le cancer, il n'y a pas de doute. Ce produit est suspecté d'être un cancérogène pour l'homme, donc il rentre dans la définition. Alors, vous avez évoqué les derniers articles du Monde d'hier et d'aujourd'hui sur les Monsanto Papers, et on s'aperçoit, après d'autres affaires, qu'effectivement, la firme qui avait donc le brevet de Roundup, qui est maintenant partagé avec d'autres, a quand même conduit des évaluations qui sont très sujettes à caution, avec des études estampillées indépendantes en fait écrites par des toxicologues
toxicologues de Monsanto, etc. On a vu il y a quelques jours les problèmes des agences également, puisque l'agence allemande chargée du dossier d'évaluation a fait des copier-coller du dossier d'industrie complet sur des dizaines de pages, ce qui donne finalement le jugement de l'industrie sur les études universitaires indépendantes, alors qu'on croit lire un avis de scientifiques indépendants d'une agence. Bref, on a une succession de scandales autour de ce produit. Je crois qu'il en est plus qu'assez. Maintenant, on doit envisager, comme ça a été dit, là, une sortie, un calendrier de sortie du glyphosate. Alors, il ne s'agit pas d'aller mettre les agriculteurs dans les difficultés, c'est pas ça l'objectif. C'est un règlement, le règlement de 2009 qui est basé d'abord sur le principe de protection de la santé publique. Maintenant, il faut étudier comment on applique ce règlement. C'est normal de l'appliquer, on suit la loi. En même temps, en pouvant sortir d'une manière qui soit acceptable et vivable pour les professionnels. Donc, c'est vraiment maintenant de l'intérêt général qu'il faut œuvrer. Christophe Robin, comment réagissez-vous à ce que vient de dire François Weyreth? C'est vrai qu'il y a des partisans de cette molécule, notamment chez les agriculteurs, pour qui l'arrêt de la commercialisation signerait leur arrêt de mort. Oui, écoutez, c'est vrai que même moi, sur mon exploitation, j'en utilise et j'invite tout le monde à venir voir et consulter les bonnes pratiques que je mets en place pour l'utilisation de ces produits. Maintenant, bonne pratique glyphosate, c'est pas contradictoire? Expliquez-nous comment vous faites. Le glyphosate, c'est un produit qu'on utilise entre les cultures, qui permet de désherber totalement et de pouvoir continuer à cultiver du blé, par exemple, derrière. Donc, on l'utilise avec des doses vraiment infimes et ça nous permet d'avoir à notre échelle une certaine économie et une certaine efficacité. Si je retire le glyphosate de mon exploitation, je serai obligé, si je veux le remplacer par des produits de synthèse, d'utiliser d'autres produits beaucoup plus nocifs et d'utiliser la charrue, donc d'avoir encore moins d'avoir une efficience et un impact sur l'environnement encore pire. Et ces produits de substitution n'existent pas? Aujourd'hui, il n'y a pas de solution de secours, il n'y a pas d'alternative. Ouais. Daniel Grémillet? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on est sur effectivement une grande pression des lobbying. À la fois... Lesquels? Je crois qu'il faut parler vrai. Et effectivement, cette pression, elle vient à la fois du côté de Monsanto, elle vient aussi des organisations environnementalistes, elle vient de toutes parts. Et qu'aujourd'hui, en tant que politique, on a besoin d'une clarté et d'une certitude en matière scientifique. Et qu'il appartient à partir de ces certitudes scientifiques, effectivement, aux politiques de prendre ces décisions. C'est pour ça que le débat des 10 ans, à titre personnel, je pense que c'est un non-sens. Nous réclamons, effectivement, des certitudes scientifiques. Et effectivement, si ces éléments ne sont pas suffisamment solides, ça ne permet pas aux politiques de prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement, au niveau européen, on est au niveau national. N'oublions pas qu'on a aussi l'ANSES qui a pris aussi rendu des conclusions. Et ces conclusions, c'est de dire non, le glyphosate n'est pas probablement cancérigène. Donc effectivement, c'est un point qu'il faut. Écoutez, si ces scientifiques. Donc vous contestez les conclusions de l'OMS, Daniel Grémillet? Non, je dis qu'aujourd'hui, on a besoin, au-delà des conclusions de l'OMS, qui ont été faites sur des bases qui ne sont pas celles de données scientifiques uniquement. Je ne peux pas vous laisser dire ça. On peut parler. Allez-y, je vous donnerai la réponse. La parole pour Non, mais quand je vous dis ça, c'est-à-dire qu'on est sur des doses, il ne faut pas ramener ça, on est sur des doses de consommation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de traces de glyphosate, on va peut-être se retrouver, mais laisser des études avec des consommations d'aliments qui feraient qu'on consommerait tous les jours 25 kilos de lentilles ou je ne sais quoi, c'est un non-sens, c'est ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on est a priori, je ne suis pas scientifique. J'ai besoin de leur avis et encore une fois, c'est absolument stratégique. Alors Joël Labbé, je vous donnerai la parole, François Weyreth. Peut-être. Oui, donc moi non plus, je ne suis pas scientifique. Je vais aussi chercher les avis et je vais aussi rencontrer le monde agricole qui pratique différemment. Et depuis des dizaines d'années maintenant. Alors lorsque j'entends dire qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de molécule alternative. Et je ne crois pas qu'il y en aura en désherbant total sans conséquence. Maintenant, c'est un système, ce sont des pratiques qui sont à se réapproprier. L'expérimentation est faite. Alors ce matin, je me suis renseigné auprès du GAEC Ursule en Vendée, 270 hectares, un système polyculture, élevage, système fourrager. Non seulement sans glyphosate, mais sans aucun produit chimique de synthèse sur leur exploitation, qui est largement viable. Alors peut-être votre réponse, François Weyreth, à ce que vient de dire Daniel Grémillet, notamment sur l'aspect d'absence d'enquête scientifique qui prouverait la dangerosité du glyphosate. Le Centre international de recherche sur le cancer, c'est 17 experts qui viennent du monde entier, qui ont reviewé 1000 études scientifiques publiées dans les revues et comités de lecture, donc validées par les pairs.
L'agence européenne, ça a été prouvé par différentes analyses du rapport, exclut l'ensemble des études universitaires, aussi fou que ça puisse paraître. Elle n'en retient pas une à charge. Et elle fonde son jugement sur l'examen, qu'on peut contester en plus, la nature de l'examen, uniquement des études fournies par les firmes. On va avoir un débat là-dessus, comment ce système est possible. J'ai toutes les réponses. Mais aujourd'hui, s'il y a une instance qui a un jugement non scientifique ou avec un aspect partiel et partial de la preuve scientifique, ce sont les agences. Les agences n'examinent pas tout le poids de la preuve. Vous avez d'un côté l'ensemble de la littérature scientifique indépendante produite par des études universitaires du monde entier. De l'autre côté, vous prenez une quinzaine d'études fournies par Monsanto. Si vous voulez, pour moi, la science, oui, elle est du côté des études validées, des études universitaires. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder aussi les études de l'industrie. D'ailleurs, il faut les regarder, parce que même dans les études de l'industrie, on voit que les rongeurs les plus exposés ont plus de tumeurs que les autres. Pour nous, c'est clair, il y a assez de données scientifiques quand on regarde les études qui répondent aux normes scientifiques internationales. Peut-être un mot, Christophe Robin, sur ce que disait également Joël Labbé. Il y a quand même des agriculteurs qui ont recours au bio et qui arrivent à produire en se passant du glyphosate. Je crois qu'il faut tous les systèmes d'agriculture. Faut faire attention, faut bien les dissocier, puisque aujourd'hui, vous avez pu le constater, les aides au maintien de l'agriculture biologique viennent de disparaître. Donc, est-ce que le système biologique pourra perdurer ? Je me pose la question. Il n'empêche que depuis un certain nombre d'années, la Ferme France produit des aliments sains et de qualité avec des taux de résidus qui sont infimes et qui respectent la réglementation. Je rappelle encore une fois que l'agriculture française a une des normes les plus dures et les plus strictes au monde, avec des contrôles. Donc après, on respecte la loi. Daniel Gremillet. Oui, vous savez, tout ça, c'est très sensible. Et je vais prendre un exemple, effectivement, on parle d'agriculture biologique. J'ai vu une étude qui a été commandée par l'association de consommateurs dans un pays européen qui met en évidence qu'aujourd'hui, je prends un exemple, c'est pour dire que aux études, en fonction de ce qu'on est en train de chercher, on trouve en fonction aussi de ce qu'on veut bien trouver. Et l'exemple là, sur les mycotoxines, démontre qu'aujourd'hui, les produits d'origine bio seraient bien plus chargés en mycotoxines en termes de risque pour la santé. Et sur l'aspect du risque de l'exposition par rapport au risque je vous renvoie effectivement, au rapport de l'AFSA sur le sujet en 2003. Mais toutes les réponses. Quand j'évoque cela, je ne suis pas en train de dire que je suis en train de le croire. Je suis en train de dire que les politiques et quelque part la position du ministre de l'Agriculture de dire il faut effectivement que le scientifique nous apporte, nous alimente, nous donne un certain nombre d'éléments de certitude qui viendraient peut-être compléter, peut-être affirmer ce que vous avez évoqué. Je suis pas si c'est le cas, mais il faut pas attendre, il faut l'arrêter. Avec les conséquences qu'il y a derrière. Donc il faut être courageux. C'est-à-dire que si demain la France prenait une position unilatérale de dire on arrête le glyphosate parce qu'effectivement il s'avère qu'il y a un risque que les autres pays, que l'Union européenne ou d'autres pays à travers le monde continueraient d'utiliser, il faudrait qu'immédiatement on soit capable de fermer les frontières, c'est-à-dire qu'on interdise effectivement de faire rentrer des produits agricoles venant d'Europe, venant de pays, d'autres pays du monde qui autorisent le glyphosate notamment parce que effectivement d'abord ce serait un risque pour la santé dès lors qu'il est avéré et puis deuxièmement ça veut dire que la ferme France, elle disparaîtrait complètement. Donc il faut du courage politique et c'est pour ça qu'il faut des certitudes. C'est pour ça qu'il faut une interdiction européenne pour pouvoir protéger les agriculteurs français. Vous entendez ces arguments aussi de risque de perte de compétitivité de l'agriculture française, Joël Labbé ? De toute façon, ça ne peut pas être unilatéral, mais la France a un rôle capital à jouer dans ce domaine par rapport à l'Europe. Évidemment que si la France le fait, elle ne le fera pas toute seule. L'Italie vient de le décider, une opposition. Alors, mon voisin vient de donner un argument extrêmement fort en disant eh bien oui, il ne va plus y avoir l'aide au maintien pour l'agriculture biologique. Moi, je trouve cette décision, cette annonce absolument scandaleuse. Pour le maintien en agriculture biologique, au moment où il y a de plus en plus d'agriculteurs qui souhaitent faire leur conversion, il y a nécessité d'une aide au maintien. Ce qui n'est pas compté, ce sont toutes les externalités négatives générées par l'agriculture productiviste, celle qui utilise la chimie, en termes de qualité de l'eau, en termes de qualité du sol, de l'air, de santé publique, de pollinisation, de biodiversité. Ça fait beaucoup à la fois. Donc moi, ce budget agricole, s'il est voté sans la poursuite de l'aide au maintien, je ne le voterai jamais, évidemment. Et je dirai pourquoi et avec force, et je ne serai pas le seul.
Aujourd'hui, il y a cette famille, ce couple de l'Isère, Christophe Robin, qui porte plainte contre Monsanto. Ils estiment que leur fils est handicapé puisque la maman aurait été soumise à des trop fortes doses de glyphosate, une trop forte exposition pendant sa grossesse. Vous qui l'utilisez, est-ce que vous n'avez pas peur pour votre santé ? J'ai un cahier des charges pour utiliser ces produits, donc je m'y tiens et je porte des protections, puisque voilà, une protection individuelle pour éviter tout contact avec le produit. C'est vrai qu'on manipule des produits qui sont dangereux à haute dose devant nous. Maintenant, voilà, ils sont dilués dans l'eau et on les épand sur les champs. Donc voilà, à partir de là, il n'y a aucun problème. Ouais. Aujourd'hui, Daniel Grémy, on apprend, c'est le journal Le Monde qui révèle ça depuis hier, que Monsanto en fait s'efforce de contrôler les études scientifiques. Est-ce que c'est troublant comme élément pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a cette pression des lobbies qui est trop forte sur ce sujet? Ce que vous disiez, je suis complètement d'accord sur le fait que la pression des lobbies de tous côtés est bien trop forte. Et que si les révélations du Monde sont confirmées, a priori, il semblerait qu'effectivement il y ait eu quelques soucis. Ça dure depuis 40 ans, nous apprend le Monde. Oui, mais c'est vrai de toute part. Je redis aujourd'hui, le politique, l'Europe, notamment la France, a besoin que les agences indépendantes, sinon il faut les supprimer, l'ANSES, etc. Réformer. Il faut les... Non. Si on prend des conclusions que lorsque ça vous arrange, c'est pas possible. On a besoin de clarté et de certitude scientifique. Et quand je dis ça, c'est pour aussi encourager les jeunes à rester dans notre pays, à s'investir et à continuer d'alimenter ces agences en termes de cerveau, parce que c'est absolument stratégique que l'Europe et que la France garde cette jeunesse et cette dynamique de recherche. Donc on en a besoin, c'est une nécessité. Et c'est pour ça que je ne veux pas, moi, m'appuyer sur les études de Monsanto, comme je ne veux pas non plus, même si... Stéphane Travert dit qu'il n'a jamais reçu le lobby Monsanto, qu'il n'a jamais été approché. Est-ce que c'est le cas de parlementaires ? Non, je crois que la question des parlementaires, on n'est pas... Non, je crois qu'aujourd'hui, la question des parlementaires, c'est pas d'être approché, c'est pas Monsanto qui va venir nous dicter. Enfin, je pense que... Beaucoup plus subtil que ça. On voit que dans le rapport d'évaluation allemand, l'agence allemande chargée de l'évaluation du glyphosate a fait sur 100 pages des copier-coller intégrales sur les passages qui vont évaluer les études sur la génotoxicité, le cancer, la mutagénicité, etc. Des pompages intégrales du dossier de l'industrie sans mettre de référence, sans dire qui parle, comme si c'était son jugement. Il y a un vrai scandale ici. Il y a une vraie nécessité de réformer le système d'évaluation et les agences. Comment est-ce qu'on peut tolérer ça? Comment est-ce qu'on peut tolérer qu'on ignore l'ensemble de la science universitaire? L'ensemble de la science universitaire, aujourd'hui, monsieur le sénateur, pour l'évaluation des pesticides est ignoré. On avait déjà, moi, avec mes collègues européens, les autres ONG européennes, étudié 7 dossiers. Jamais une seule étude universitaire n'a servi à abaisser une dose admissible ou à interdire un produit. Et pourtant, ce sont les équipes qui sont toutes validées et leurs publications sont validées. Seules, in fine, les études des firmes sont retenues pour donner l'autorisation à des produits dangereux, et donc les firmes sont jugées parties. Elles fournissent les études, ces études sont les seules retenues, et à la fin, c'est même elles qui fournissent le commentaire sur les études universitaires que des agences complaisantes copient-collent dans un dossier officiel. Si avec ça, il n'y a pas besoin d'une réforme, je ne sais pas ce qu'il faut attendre pour enclencher une réforme urgente. Joël Labbé, pardon. Pour moi, le monde agricole français et européen est victime d'un système. Les gens que vous représentez, vous êtes victime d'un système qui est hyper verrouillé. On sait que c'est l'herbicide le plus utilisé au monde. Donc derrière ça, il y a effectivement Monsanto, mais il y a toutes les cultures OGM résistantes aux herbicides. S'il n'y a plus la possibilité d'utiliser le glyphosate Roundup, c'est tout ce pan des cultures OGM qui tombe toute l'Amérique du Sud. Nous, on le souhaite vivement, tellement on avance dans une impasse, qu'il y a des alternatives. Il y en a chez nous, il y en a partout dans le monde, et c'est en train de bouger partout. Et c'est aussi ce que demandent les citoyens et les consommateurs. Et de plus en plus d'agriculteurs sont lucides sur ce sujet. Est-ce qu'on peut chiffrer à combien s'élèverait l'arrêt immédiat du glyphosate? C'est ça, c'est une étude l'équivalent de 2 milliards l'Ipsos. d'euros pour la ferme France. Ouais. Ouais.
Voilà. C'est un chiffre que, par ailleurs, on a pu contester, parce que la démarche scientifique, pour le coup de ce calcul, on peut en discuter. Et vous contestez tout. Donc, mais non, mais on a le droit d'avoir une opinion. Il faut savoir que Génération Future, quand même. Non, mais vous, est-ce que c'est une étude scientifique publiée, le 2 milliards, ils viennent d'où? C'est des chiffres produits par nos syndicats. Ah, d'accord. Voilà. C'est un chiffre produit par votre syndicat, d'accord, mais dites-le. Comme moi, je peux produire des rapports sur d'autres sujets. Il y a aussi une étude scientifique indépendante. Et moi, je le dis, je l'assume. Je dis pas c'est une étude scientifique. Voilà, c'est une étude. Donc c'est votre syndicat qui a produit ce chiffre. Quand même appuyer sur le fait qu'il faut faire attention. Enfin, je respecte monsieur, mais Génération Future a tendance à faire un peu peur et à instrumentaliser quand même le public, le grand public, parce que voilà, si vous avez sorti des études, notamment avec des traces de présence, des enquêtes, parce que nous on n'a pas en position de scientifique, avec des traces de glyphosate. Sauf que voilà, c'était tout à fait normal et c'était tout à fait pas préoccupant pour la santé du consommateur. Nous, on a voulu informer le consommateur sur la présence de glyphosate dans l'alimentation. On a fait notre travail. Allez-y, Daniel Gremillet. Oui, non, mais je pense que le sujet qu'on évoque, il est très intéressant par rapport au positionnement français. Moi, et par contre, ça n'a pas été dit par le ministre ce matin, je le regrette. Parce qu'il y a une feuille de route qui est la démocratie. Il y a eu une élection présidentielle qui dit qu'il n'y aura pas de surtransposition. Tout à fait d'accord. Donc ça, c'est un point stratégique. On ne peut pas d'un côté dire, affirmer des choses et dire la ferme France sera au rythme des décisions et des autres, au rythme de l'Europe, et d'un autre côté dire on va sortir d'une manière unilatérale. Ça, c'est un premier point. Ce qui renforce mon premier propos de dire si jamais la France, et je ne suis pas encore une fois en train de défendre Monsanto, pas du tout. S'il y a danger, il faut l'arrêter. Je suis très clair en tant qu'élu. Il faut l'arrêter, on ne peut pas jouer avec la santé. Mais par contre, il faut en décliner les conséquences et l'interdiction à tout niveau. Joël Interdiction, mais je voulais terminer. Allez-y. Parce que la France, qui a été quand même à l'initiative de COP21, on va avoir bientôt un grand rendez-vous. Il faut parler d'éco-bilan. Et j'ai beaucoup apprécié votre remarque, parce qu'effectivement, il y a d'un côté les conséquences des pratiques agricoles, et de l'autre, ce que tu as évoqué avec l'exemple de ton agriculteur, les gaz à effet de serre, les conséquences du labour si on relaboure à nouveau. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'1 an, on avait des débats ici très intéressants sur l'agroforesterie, sur l'agroécologie, etc. La pratique du non-labour est un des éléments stratégiques pour y arriver. Donc, d'un côté, on voulait, pour répondre à des objectifs environnementaux très importants, on conseillait aux agriculteurs, effectivement, d'être dans ces pratiques. Donc, c'est pas si simple. Et moi, je suis, en tant qu'élu, avide, et j'ai besoin aussi, et là, je vous rejoins, d'objectivité sur l'éco-bilan de la conséquence. La conséquence pour, bien sûr, la santé, il ne faut pas jouer avec la santé, mais l'éco-bilan pour la planète. Labbé, vous souhaitiez réagir. Daniel, vous êtes trop binaire. C'est soit l'agriculture qui conserve les sols avec le glyphosate, ou soit l'agriculture labourée. Mais c'est faux. On peut pratiquer l'agriculture de conservation sans utiliser le Roundup. Et il y a un certain nombre d'exemples qui parlent d'eux-mêmes. Certes, ce n'est pas si simple que de passer le Roundup, puisque ça, c'est on ne peut plus simple. Il y a d'autres méthodes qui sont déjà expérimentées, et il y a une recherche qui doit aller dans ce sens-là, et là encore, tout en préservant évidemment la qualité du sol et puis l'impact sur le climat. Nos agences, notamment l'INRA, devraient beaucoup plus travailler sur la question des cultures associées, sur la question du mélange de cultures. Tout cela s'est pratiqué, et d'une façon un peu informelle par certains agriculteurs, et au fil du temps, ça fonctionne. Mais de toute façon, il n'y aura pas un système adaptable sur tous les terroirs. Il s'agit, comme par le passé, mais d'une façon moderne, d'adapter les cultures au terroir. Mais il faut revoir complètement nos programmes de formation en matière d'agronomie. Absolument. Aujourd'hui, on a abandonné un peu. Pas en matière d'agronomie, l'agronomie c'est l'agronomie, mais en matière d'enseignement agricole, oui. Je voulais juste réagir sur ce qui avait été dit avant. Nous, justement, il n'y a pas de surtransposition dans cette affaire-là. C'est un règlement européen. Donc il est directement applicable en droit français. Il n'y a pas besoin, comme à la différence d'une directive, de le transcrire dans une loi. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait justement une décision européenne qui s'applique à travers ce règlement, qui mettra tous les agriculteurs européens sur un pied d'égalité. Et donc on n'est ni dans la distorsion de
concurrence entre agriculteurs européens, ni dans la surtransposition des directives de Bruxelles. Arrêtons les importations. On arrête les importations. Et puis on fera comme au Danemark alors, où là-bas ils donnent à manger leur blé aux cochons parce qu'il n'est pas consommable. On a su aussi protéger par exemple les agriculteurs français par rapport aux dimétoises. Mais aujourd'hui, les aliments que l'on consomme et que nous produisons sont sains. Donc je vois pas. Il y a un règlement européen, on demande simplement qu'il soit appliqué. On n'est pas très gourmand dans l'affaire. On arrive bientôt au terme de ce débat, Joël Labbé. Qu'attendez-vous aujourd'hui de l'Europe? On voit qu'il y a quand même beaucoup de suspense autour de cette décision, que les avis ne sont toujours pas tranchés. Moi, je vais parler en politique parce que je suis en politique. J'estime que notre responsabilité là est énorme, notre responsabilité de politique français. Et je le répète, l'influence de la France sur l'Europe et pour que l'ensemble de l'Europe se mette au diapason. Je voudrais rappeler la déclaration de Nicolas Hulot lorsqu'il a dit qu'on va être rattrapé et par l'histoire et par la justice. Moi, j'en ai la pleine conscience et je ne veux pas être méprisant par rapport à ceux qui pensent différemment, mais je veux essayer de convaincre de plus en plus et de plus en plus fort. Daniel Grémillet, sur la décision qu'on attend, on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux à Bruxelles en ce moment autour de cette question du glyphosate. Il faut que l'Europe soit courageuse. Et l'Europe et la France. Je redis à nouveau, j'ai besoin en tant qu'élu, nous avons besoin en tant qu'élus d'avis scientifiques. Et effectivement, qu'on exclue, qu'on fasse ce ménage absolument nécessaire sur les lobbies, à la fois du côté Monsanto, des entreprises, même si on a besoin des informations des entreprises. Oui. Attention, respectons les entreprises. Mais l'avis scientifique, il doit venir des agences, l'agence européenne, l'agence française. Ouais. François Bayrette, est-ce qu'on n'a pas perdu déjà suffisamment de temps on a perdu, on a perdu une trentaine d'années parce qu'en 1985, aux États-Unis, le glyphosate était classé comme cancérogène possible. Et déjà, là, on a vu des bagarres avec Monsanto essayant et réussissant à faire déclassifier le produit. Donc c'est une histoire qui finalement se répète de génération en génération. Bon, maintenant, on a tellement d'éléments qu'il ne faut quand même pas qu'on se fasse balader exactement de la même manière qu'il y a 30 ans. Parce que déjà, en matière scientifique, on n'a jamais une certitude absolue. Donc ça, vous abandonniez, monsieur le sénateur, le rêve d'avoir une certitude à 100% d'un côté et à 0% de l'autre. C'est toujours... Merci la science d'avoir augmenté la durée de vie quand même. Non, mais la science fonctionne comme ça, et c'est normal. Dans la science, il y a une diversité d'opinions. Après ça, quand vous êtes sur du 50-50, c'est compliqué. Mais sur l'affaire du glyphosate, quand vous examinez l'ensemble de la littérature scientifique internationale, vous avez à peu près 3/4 des études qui montrent divers problèmes sanitaires. Donc aujourd'hui, on a les données scientifiques qui nous permettent de nous faire un avis raisonnable. Vous savez, le Centre international de recherche sur le cancer, c'est une agence qui dépend de l'OMS, qui fait foi, qui fait autorité sur l'évaluation des produits chimiques et autres par rapport au cancer. Ils ont une démarche qui est sur des bases de consommation quotidienne par non, mais c'est ça le problème. Si on a 2 secondes, je vous explique comment ça se passe. Alors allez-y, parce que vous nous dites des bases de consommation. Ça fait référence donc éventuellement à la quantité de produits ingérés. Je vous renvoie au règlement 107/2009 qui fait foi donc sur les pesticides. C'est pas pour un cancérogène, on n'est plus dans l'évaluation du risque, pour un génotoxique non plus, pour un perturbateur endocrinien non plus. Le législateur européen a prévu de les retirer a priori sur leur caractère de dangerosité, sans rentrer dans l'évaluation des risques, parce qu'il a considéré, à juste titre, pensons-nous, que les produits étaient suffisamment dangereux pour qu'on ne rentre pas dans une évaluation du risque qui sous-estime ou qui puisse se tromper. Donc ici, ce n'est pas une question de quantité. Il faut prouver la dangerosité intrinsèque d'un produit. Et si on rentre dans un produit qui peut être classé dans telle catégorie, on le retire du marché. Et ça, c'est une mesure qui a été adoptée par la majorité du Parlement européen en codécision avec les autres, la Commission, etc., les autres instances européennes, et qui protège la santé des Européennes et des Européens. Si elle est appliquée. Christophe Robin, peut-être, le mot de la fin avec vous. Non, c'est juste pour ajouter que voilà, depuis les années 2000, on a quand même divisé par 30% l'utilisation de nos produits phytosanitaires. Donc voilà, la ferme France, elle sait faire attention, parce que déjà, elle fait attention à son porte-monnaie. Les agriculteurs font pas n'importe quoi. Moi-même, sur mon exploitation l'année dernière, il y a des produits que j'ai pu me passer de mettre des fongicides pour protéger mes blés. Je ne les ai pas mis, ça me coûtait de l'argent. Voilà, donc on sait faire des efforts, on sait faire attention. On a des fermes défis qu'on appelle, qui sont pilotées par les chambres d'agriculture, qui permettent d'étudier un petit peu l'impact de la baisse encore plus des phytosanitaires. Donc on travaille bien des sujets. Maintenant, faut savoir ce qu'on veut aussi, quoi. Bien, merci Christophe Robin d'avoir témoigné ici en plateau. Merci à vous François Bayrette. Merci Joël Labbé. Merci Daniel Grémillet. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, cette nouvelle polémique après les propos d'Emmanuel Macron. Hier, en marge d'un déplacement en Corrèze, il s'en est pris à ceux qui, je cite, foutent le bordel. Allusion aux salariés GMS qui manifestaient. Le chef de l'État, qui n'en est d'ailleurs pas à son premier dérapage verbal, peut être contrôlé. Jérôme Rabier.
C'est lors d'une conversation avec le président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qu'Emmanuel Macron lâche sa phrase sur les salariés de GM&S, alors que ces derniers manifestent à proximité du centre d'apprentissage qu'ils visitent. Il y en a certains, au lieu de... Le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... Ah oui, mais il va falloir avoir des postes à faire, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Oui, mais je sais bien. Mais c'est pas loin de chez eux. Bronca immédiate de la classe politique qui dénonce un président qui méprise les Français. C'est de l'arrogance. On a un président qui ne supporte pas la moindre contestation. Et pour un président de la République, il faut toujours plutôt chercher quand même à expliquer et trouver des solutions plutôt que de renvoyer au travers d'un slogan chacun à sa propre responsabilité. La transgression, la provocation, c'est un peu dans ses codes. Un parler vrai toujours assumé par le président et dont il est coutumier. En juin dernier, c'est devant des entrepreneurs qu'il prononce une autre phrase polémique. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et c'est à la veille de manifestations contre les ordonnances qu'il dénonce les conservatismes en des termes peu amènes. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Un style qu'Emmanuel Macron avait déjà avant d'accéder à l'Élysée. Ministre de l'économie, ses propos face à des syndicalistes à Lunel avaient eux aussi fait couler beaucoup d'encre. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Une seule fois, Emmanuel Macron s'est excusé lorsqu'il avait parlé d'illettrés en évoquant les salariés de l'usine GAD en 2014. Pour tout le reste, il maintient ses déclarations. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranu, en direct de la salle des conférences du Sénat. À vos côtés, le sénateur La République En Marche de Paris, Julien Bargeton. Oui, Julien Bargeton, quelle est votre réaction à ces propos très polémiques d'Emmanuel Macron qui a parlé de ceux qui foutent le bordel en parlant de certains salariés de GM&S lors de son déplacement hier en Corrèze? Le président de la République cherche des solutions. D'abord localement pour cette entreprise qui est en difficulté et puis de manière générale pour l'emploi, la formation professionnelle avec un plan notamment de 15 milliards d'euros. Donc il est dans l'action et il est effectivement aux côtés des Français pour trouver des solutions. Est-ce une raison pour utiliser de tels mots ? Face à cette situation de blocage, il y a toujours deux comportements. On sait très bien d'ailleurs qu'en France, il y a des personnes qui veulent avancer, trouver des solutions, proposer, même quand la situation est difficile, et c'est le cas ici, et des personnes qui se complaisent dans l'incantation, dans la posture, dans des facilités, notamment en bloquant. Ce qui, évidemment, n'est pas toujours le cas. On sait très bien en France qu'il y a parfois une attitude de blocage systématique, mais qu'il y a aussi, d'ailleurs, de tous les côtés, des volontés d'avancer ensemble. Donc le président de la République s'est exprimé vivement parce que lui, il essaye d'être du côté des faiseux et puis il y a parfois ceux qui sont du côté des diseux et qui sont du côté de ceux qui veulent bloquer. Vous parlez des diseux, vous parlez de ceux qui veulent bloquer, vous ne parlez pas de ceux qui foutent le bordel, comme l'a dit Emmanuel Macron. Est-ce que ce sont des mots dignes de la bouche d'un président de la République? Le président de la République, confronté à cette situation, est venu sur le terrain. Vous voyez que c'est un homme qui n'a pas peur de se coltiner le terrain. Il se confronte au réel. Il l'avait d'ailleurs déjà fait. Est-ce que ce n'est pas irrespectueux de parler ainsi de ces personnes? Il s'exprime vivement à un moment parce qu'il considère que c'est dangereux pour les personnes que l'on prétend aider de bloquer comme ça la situation. Est-ce qu'on aide réellement les travailleurs en finalement les empêchant de trouver des solutions? Non. Donc le président de la République fait savoir qu'il faut toujours être du côté de l'action, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Et je crois qu'on a bien compris ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que on a une France qui est parfois bloquée et nous, on veut lever les blocages. Est-ce que ce n'est pas un signal regrettable que ces mots employés par le président de la République, alors même que l'opposition ne cesse de le taxer de président des riches? Ça donne lieu à une division de la France de traiter ainsi ces personnes, de personnes qui foutent le bordel. Le président des riches fait allusion au budget. Je trouve ça particulièrement injuste. Un budget dont on sait par ailleurs qu'il augmente les minima sociaux, qu'il augmente la prime d'activité, qu'il baisse les cotisations sociales pour les travailleurs, qu'il augmente aussi, par exemple, les allocations pour le handicap. Bon, donc ce budget était un budget très équilibré qui permet à la fois la croissance de l'économie, mais aussi qui donne du pouvoir d'achat et qui protège les Français. Le président de la République veut
se coltiner le terrain et dire la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que confrontés à une situation difficile, aider réellement les gens à sortir de leur situation est plus important qu'être dans le blocage ou l'incantation. Ne regrettez-vous pas une faute de communication hier? Hier, Emmanuel Macron était en Corrèze pour parler formation professionnelle, pour parler apprentissage. Et finalement, ce que l'on ne retient, ce ne sont que ces mots et des mots sur lesquels tout le monde a des jugements très sévères, notamment au niveau, bien sûr, de l'opposition politique. Oui, l'opposition aime bien accrocher ce genre de choses parce que c'est beaucoup plus confortable d'être dans l'opposition radicale que d'essayer de se trouver un leader ou un projet. Et ça, je le sens bien. Mais je crois qu'au-delà, justement, ce que vous dites, c'est qu'il était bien en Corrèze à la fois sur un cas particulier où il a osé y aller, aller parler aux gens et puis en même temps pour présenter ce projet qui est très important de réformer la formation professionnelle et également l'apprentissage et l'assurance chômage. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Moi je veux dire, face à cette polémique, ce qui est important de voir, c'est comment agit le président de la République. Or, les Français, dans les dernières enquêtes d'opinion, montrent qu'ils lui sont grés d'être dans l'action et d'être conforme à ses engagements. Voilà ce que envoient les Français comme premier signaux, c'est qu'ils se rendent compte qu'Emmanuel Macron applique le projet sur lequel il a été élu et qu'il est conforme à ses engagements. Je crois que c'est ça qui est encourageant, au-delà de ce qu'on essaye d'amplifier, à mon avis, à mauvais escient. Merci beaucoup, Julien Bargeton, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Tam. Alors, le gouvernement a-t-il ouvert une brèche dans les ordonnances? Un accord syndicat, patronat et gouvernement a été signé hier soir au ministère des Transports. Il met fin à 2 semaines de bras de fer sur la question des primes, mais revient sur la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Sandra Cerquera. Après plusieurs jours de crise, le bout du tunnel. Patronat, syndicats du secteur et gouvernement sont tombés d'accord pour sécuriser au niveau de la branche une partie de la rémunération des routiers, menacés en partie par les ordonnances sur la loi travail. Ils conserveront leurs primes, les frais de déplacement ou encore leur 13e mois. Pour ce sénateur de La République En Marche, cet accord montre la capacité du gouvernement au dialogue. Dans le domaine des transports routiers, il y a quand même des particularités qui étaient nécessaires de prendre en compte. Ça a été le cas. On a là l'illustration que finalement, dans ce cadre général qui a été fixé par le président de la République et par le gouvernement, il y a possibilité, quand les uns et les autres veulent s'entendre, d'avancer. À droite et au centre, cet accord interroge. Il pourrait ouvrir la porte à d'autres revendications. Ou vous ne faites rien, et à ce moment-là, vous avez un risque de blocage, de conflit complet. Ou alors vous ouvrez une brèche, bien entendu, et derrière, il y en a certainement qui vont s'engouffrer dedans, c'est évident. On peut imaginer que chaque profession pourrait se donner l'occasion, à travers cette période compliquée, de faire valoir ses propres revendications sans une vision plus globale de la situation. Malgré l'accord trouvé avec le gouvernement, la CGT Transport dit vouloir continuer le combat contre les ordonnances. Michel Noblecourt, éditorialiste au Monde, est notre invité. Il est spécialiste du syndicalisme et il va répondre tout de suite aux questions de Saveria Rojek dans le face-à-face. C'est tout de suite. Bonjour Michel Noblecourt. Bonjour. Alors, avant d'analyser ce que signifie ce bras de fer perdu pour le gouvernement, parlons d'abord de l'accord. Le texte sanctuarise les rémunérations des chauffeurs. Pourquoi est-ce qu'il était essentiel pour les routiers de sanctuariser ces primes, ce mode de rémunération ? Les routiers, effectivement, font un travail qui est tout à fait spécifique et donc avec des durées du travail qui sont longues. Et puis un patronat qui est, dans la plupart des cas, un patronat de PME, de petites entreprises, de très petites entreprises, dans lesquelles, par définition, il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'y a pas de représentation du personnel. Et donc, les routiers, effectivement, ont des particularités qui ne rentraient pas forcément dans le cadre des ordonnances, puisque les ordonnances ont toujours pour objet, de reste, effectivement, de donner la primauté aux accords d'entreprise. Donc, il fallait qu'ils essayent de trouver une solution, des garanties, je dirais, au niveau de la branche professionnelle. Et c'est ce qui a été fait. Les syndicats avaient peur qu'une possible baisse de la rémunération par le biais d'un accord d'entreprise moins disant que la branche professionnelle, notamment dans les TPE, les PME, ce dont vous parlez justement. Voilà, absolument. Donc effectivement, ils avaient peur qu'on remette en question un certain nombre de situations, notamment tout ce qui peut concerner leurs frais, les frais de déplacement, le 13e mois, donc un certain nombre de primes.
et ce qui concerne aussi les minima conventionnels au niveau des salaires. Donc il fallait qu'ils obtiennent que la branche, en quelque sorte, leur verrouille un petit peu les possibilités de dérogation données aux entreprises, qui est un peu la mécanique des ordonnances. Donc finalement, qui est de donner effectivement plus de souplesse aux entreprises, plus de latitude aux entreprises par rapport aux branches. Voilà donc pour cet accord qui a été conclu, je le rappelle, hier soir. L'autre aspect, c'est l'aspect bien sûr politique. Pourquoi le gouvernement a cédé? Parce qu'on ne peut pas le nier, c'est un vrai recul du gouvernement. C'est un recul du gouvernement, c'est-à-dire que dans la mesure où effectivement ça introduit une faille, on pourrait dire, ou une brèche dans les ordonnances, mais en même temps je pense que ça montre que, parce que c'est aussi un des points sur lesquels il y a eu des évolutions par rapport aux conceptions initiales d'Emmanuel Macron sur sa réforme, que les branches quand même conservent un rôle relativement important dans les négociations à venir. La branche n'a pas été tuée par les ordonnances. La branche conserve effectivement un certain nombre de prérogatives et les entreprises ne peuvent pas, dans un certain nombre de domaines, au niveau de 11 domaines quand même, avant il y en avait 6, où les entreprises ne peuvent pas déroger en moins favorable aux dispositions qui ont été prises par une branche. Donc ça va aussi dans ce sens, mais vous avez raison, c'est comme une faille dans le dispositif initial des ordonnances. Je crois que le gouvernement avait une inquiétude, c'est qu'effectivement, à partir du 10 octobre, où il y a une grève des fonctionnaires, il y ait un mouvement... Une coagulation. Enfin une certaine forme de coagulation en même temps. Bon, je pense que le risque de coagulation est relativement faible, mais il y avait effectivement l'idée qu'il pouvait y avoir une tentation de radicalisation, notamment du côté des routiers, puisque la CFDT et la CFTC avaient annoncé qu'elles se lanceraient dans une grève à partir du 10 octobre, de la journée d'action des fonctionnaires. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que le pouvoir de nuisance des routiers, avec le blocage des dépôts de carburant, les opérations escargot, ce pouvoir de nuisance, il est très important, il est plus important que d'autres corporations. Je pense par exemple aux retraités. Oui, bien sûr, les retraités ne peuvent pas bloquer l'activité économique du pays. Mais c'est ça précisément aussi qui a fait peur au gouvernement? Oui, mais enfin en même temps c'est relativement étrange, parce qu'il faut quand même regarder les choses. Les mouvements qui ont eu lieu jusqu'à présent des routiers, qui ont été lancés principalement par la CGT et par Force ouvrière, ont été de faible ampleur. Il n'y a pas eu de blocage, du pays dans les actions qui ont été menées. Il y a eu un essoufflement très rapide. Il n'y a pratiquement pas eu de dépôts de carburant qui ont été bloqués par les routiers. Il n'y a pas eu de pénurie d'essence. Pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, les routiers se sont faiblement mobilisés. Encore une fois, ce sont des salariés qui sont dans l'ensemble peu syndiqués et donc pas forcément sensibles aux appels des organisations syndicales. Et puis, deuxièmement aussi, parce que le gouvernement, d'une manière préventive, a assuré avec un certain nombre de forces de police, de forces de l'ordre, la sécurité des dépôts de carburant pour empêcher effectivement les blocages. Qu'est-ce que vous nous dites entre les lignes? Est-ce que le gouvernement a cédé trop facilement? C'est un peu étonnant qu'il ait cédé aussi rapidement si on regarde ce qui s'est passé. Parce qu'encore une fois, ce qui s'est passé, c'est relativement faible au niveau de l'ampleur. Mais c'est moins étonnant au niveau effectivement le risque qu'il pouvait y avoir à ce que les choses se durcissent. On sent quand même qu'il y a du côté des syndicats à l'heure actuelle une certaine forme de durcissement par rapport aux ordonnances, et donc il y avait effectivement un risque de possible radicalisation du côté des routiers. Ce que dit Thierry Douin de la CFTC, il dit que l'accord a été bâti en une demi-heure avec le patronat, mais en revanche, il a fallu une journée pour tordre le bras au ministère. Bah oui, parce que le ministère, le ministère du Travail en particulier, il fallait qu'il gère les contradictions devant lesquelles il pouvait être placé. Donc effectivement, de donner la primauté aux accords d'entreprise, et là, en l'occurrence, de réhabiliter la branche et d'accorder à la branche une espèce de sanctuarisation d'un certain nombre de droits et d'avantages qui sont accordés aux routiers. Alors justement, depuis hier soir, le gouvernement n'a de cesse de répéter que cet accord respecte l'esprit des ordonnances. Pourtant, c'est bien un retour, on l'a dit, c'est bien une brèche dans l'esprit des ordonnances. Oui, c'est une brèche dans l'esprit des ordonnances, on est d'accord, mais encore une fois, dans les ordonnances, la branche ne disparaît pas du jeu. Donc la branche conserve un certain nombre de prérogatives, et donc c'est là-dessus que le gouvernement peut se baser en disant, bon ben voilà, on avait dit qu'on laisserait aux branches
un certain nombre de domaines dans lesquels elles auraient la primauté, elles conserveraient la primauté par rapport aux entreprises. Donc cet accord sur les routiers, eh bien, confirme effectivement que les branches gardent un rôle relativement non négligeable. Est-ce que cet accord peut faire tache d'huile? Est-ce que d'autres corporations peuvent à leur tour demander à être exemptées justement de ces ordonnances? Honnêtement, je ne vois pas très bien quelle corporation pourrait demander à être exemptée. Encore une fois, la situation des routiers est très spécifique. Donc, il y a toute une série de catégories de personnes dans la population qui ne sont pas concernées par les ordonnances. Les fonctionnaires ne sont pas concernés par les ordonnances sur le Code du travail. Donc, vous pensez encore une fois que le gouvernement a réussi à circoncire la protestation, le mouvement de protestation à une seule corporation, en l'occurrence les routiers? Je pense, oui, je ne vois pas très bien. La mobilisation ne va pas s'étendre. Non, la mobilisation, là encore une fois, la mobilisation, il faut bien reconnaître, depuis le départ, la mobilisation est restée relativement faible. Il n'y a pas eu de grosses, je veux dire, si on regarde les manifestations qui ont eu lieu aussi bien le 12 septembre que le 21 septembre, la mobilisation a été tout à fait modeste. Alors justement, comment Emmanuel Macron, comment le gouvernement ont réussi à empêcher cette agrégation, cette coagulation des mouvements de contestation depuis début septembre, depuis les ordonnances je crois qu'Emmanuel Macron a compris une chose qui n'était pas forcément évident quand on entendait son discours pendant la campagne électorale, c'est qu'il était nécessaire qu'il y ait une véritable concertation. Et donc, il a eu recours aux ordonnances, mais ça, d'autres l'avaient fait avant lui, c'est pas une nouveauté. Mais là, en l'occurrence, il a fait une concertation sur des bases réelles, c'est-à-dire qu'effectivement, il a consacré 3 mois, pas lui-même personnellement, mais enfin le ministère du Travail, Matignon, ont discuté pendant 3 mois avec les organisations syndicales et patronales. Il a respecté la loi. C'est ce que lui demande la loi Larcher de 2007. Il a respecté la loi Larcher de 2007, absolument. Mais alors qu'il aurait pu s'en dispenser, parce que la loi Larcher, elle dit aussi qu'en cas d'urgence, le gouvernement peut se dispenser de demander une concertation. Vous voulez dire que la loi n'est pas coercitive? Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire que le gouvernement est le seul à déterminer le motif de l'urgence qui peut le conduire à se passer de la loi Larcher. En l'occurrence, il ne l'a pas fait. Il a fait une vraie concertation. Et justement, dans cette concertation, il a réhabilité la branche qui avait été la grande oubliée de la loi El Khomri et qui n'était pas dans ses intentions initiales. Ses intentions initiales, encore une fois, c'était tout à l'entreprise. Michel Noblecourt, une dernière question rapidement. Dans un article que vous avez publié récemment, vous expliquez qu'Emmanuel Macron a une vision particulière des syndicats. Il juge qu'ils font plus de politique que de dialogue social, je cite Emmanuel Macron, et surtout qu'ils ne représentent pas l'intérêt général. Est-ce qu'il faut voir l'accord qui vient d'être passé sous ce prisme-là? Oui, je crois que Emmanuel Macron a une certaine méfiance globalement vis-à-vis des corps intermédiaires. Et donc, il considère que d'autres présidents avant lui aussi avaient un peu cette idée. Je pense notamment à Nicolas Sarkozy. Et donc, il pense qu'effectivement, souvent, les corps intermédiaires ont tendance à défendre leurs acquis, leurs intérêts corporatistes, et que donc il n'œuvre pas pour l'intérêt général. Donc il a effectivement une vision qui est assez particulière effectivement des organisations syndicales, et il est réticent, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur, de François Hollande, pour les associer véritablement à des grandes réformes, considérant que c'est du domaine ça relève du président de la République, éventuellement du Parlement, mais pas des corps intermédiaires. Très bien, merci beaucoup. Merci Michel Noblecourt d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Michel Noblecourt, merci à vous Saint-Méria. Alors que toutes les instances du Sénat viennent d'être renouvelées, les parlementaires sont dans les starting blocks pour entamer la session qui commence dès lundi. La Haute Assemblée à majorité de droite se place dans l'opposition au gouvernement, mais une opposition intelligente et exigeante. Flora Sauvage. Face au projet de l'exécutif, les points de crispation au Sénat sont nombreux. Baisse des contrats aidés, loi antiterroriste et transformation de l'ISF en impôt sur l'immobilier. Autant de sujets qui risquent de faire débat à la Haute Assemblée, mais le gouvernement pourrait passer outre. En revanche, il ne pourra pas faire sans le Sénat sur le projet de révision constitutionnelle. Il veut réduire le nombre de parlementaires, introduire une dose de proportionnelle dans le mode d'élection des sénateurs, limiter le cumul des mandats dans le temps et réduire le nombre d'élus locaux.
Des points qui passent mal au Palais du Luxembourg. Il y aura plus d'une soixantaine de départements où il y aura un seul sénateur. Et évidemment, mécaniquement, ça favorisera les zones urbaines par rapport aux zones rurales. La réduction raisonnable ne m'inquiète pas trop. On a un grand pays comme les États-Unis où il y a 101, 102 sénateurs. Et Dieu sait s'ils sont puissants. L'Alaska, 400 000 habitants, un sénateur. Californie, 40 millions d'habitants, un sénateur. Pour Gérard Larcher, ce n'est pas à la Constitution de fixer le nombre d'élus dans un conseil municipal ou de réduire le nombre de parlementaires. Cela devrait plutôt faire l'objet d'une loi ordinaire. Et on ouvre tout de suite le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Catherine Procaccia, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Michèle Gréaume, bonjour. Vous venez d'être élue sénatrice communiste du Nord. Vous allez faire partie de la Commission des affaires économiques du Sénat. On va en parler dans un instant. J'accueille également Emmanuel Capus. Bonjour. Vous êtes sénateur de Maine-et-Loire. Vous avez rejoint le groupe République et Territoires, les Indépendants. Et vous allez siéger à la Commission des Finances. Merci d'être sur ce plateau. Rachid Temal est également avec nous. Bonjour, sénateur socialiste du Val d'Oise. Vous avez été retenu pour siéger dans la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Michèle Gréaume, puisqu'on voit aujourd'hui, c'était un peu la dernière phase avec ces attributions de commission de ce Sénat renouvelé. Comment vous sentez-vous? Est-ce que ça va être compliqué pour le groupe communiste que vous représentez sur ce plateau d'être à la fois dans l'opposition à la majorité de droite ici au Sénat et aussi dans l'opposition au gouvernement? Ben non, parce qu'on est là pour défendre aussi nos projets. Donc, particulièrement, on a le canal Seine-Nord qu'il faut défendre pour nous, dans le Nord. Donc, je suis très contente d'arriver à cette commission. Maintenant, comme tout jeune sénateur qui arrive, il faut le temps de l'installation, de pouvoir étudier le fonctionnement du Sénat. C'est une belle institution, donc voilà. Donc, il faut me laisser un peu de temps. Et je vais faire mon travail comme sénatrice. Et bien entendu avec les autres, oui, bien entendu on sera dans l'opposition. Néanmoins, on est là pour travailler et pour défendre notre territoire. Emmanuel Capus, vous arrivez dans un Sénat renouvelé, notamment grâce à la loi sur le non-cumul. Comment avez-vous vécu ces premiers pas, cette première semaine à la Haute Assemblée ? La première semaine, je l'ai vraiment vécu avec humilité. C'est vrai c'est une vieille maison. Donc on arrive, on est nouveau. C'est ma première semaine de sénateur. Donc avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour les anciens sénateurs qui sont soit partis, soit restés. Et puis le fait d'être dans le groupe des indépendants, effectivement, me permet d'être dans la commission des finances, qui va être une commission très intéressante, je pense. Ouais, avec le budget en préparation. On va y venir dans un instant. Rachid Temal, on sait que Gérard Larcher, lors de son discours après sa réélection, a appelé tous les parlementaires aussi à un devoir d'exemplarité, à une responsabilité aussi en tant qu'élu, pour peut-être moderniser l'image du Sénat. Est-ce que vous êtes en accord, en adéquation avec ce qu'a dit le président Larcher ? Sur cette partie-là, bien évidemment. Il faut moderniser et il faut que le Sénat joue pleinement son rôle. C'est aujourd'hui, le Sénat représente les collectivités. Et après, ce qui s'est passé à l'Assemblée, où on voit bien qu'une Assemblée un peu monocolore, qui vote tous les textes d'ailleurs quasiment sans amendement, il est important que le Sénat puisse jouer pleinement son rôle. Quand il y a besoin de défendre les collectivités, le service public ou les Français et Français, notamment je pense au projet de loi de finances, nous le ferons. Quand il faut avancer, moi par exemple sur la modernisation, je souhaite que par session, 3-4 textes puissent être amendés en temps réel par les Françaises et les Français, ce qui permettrait d'avoir une co-construction entre les élus et les Françaises et les Français sur un certain nombre de sujets. Parce que la modernité, ce n'est pas d'attendre effectivement chaque renouvellement, mais bien d'intégrer la parole des Françaises et des Français durant les sessions. Ouais. Ça donne une responsabilité particulière au Sénat, Catherine Procaccia. On a toujours eu une approche complémentaire de celle de l'Assemblée, plus réfléchie, plus sur le fond. Les sénateurs de tous les bords politiques ont parfois voté ensemble, quelles que soient les tendances politiques, parce que c'est effectivement le fond qui nous importe. Je crois que je vous accueille au Sénat, bienvenue au Sénat, mais je crois que vous allez y trouver beaucoup d'intérêt et de plaisir, parce qu'on y travaille différemment. Et j'apprécie aussi que vous n'arriviez pas, comme d'autres sont arrivés à l'Assemblée nationale en disant donc maintenant on va tout changer, on va tout faire. On est là pour travailler avec sérieux, avec nos convictions et dans l'intérêt des Français. Et en tant que tel, tous les sénateurs se retrouvent.
Michel Gréaume, vous arrivez néanmoins dans un contexte particulier, ça a été rappelé par Flora Sauvage dans son sujet, où vous allez peut-être être amené à vous pencher sur la réduction du nombre de parlementaires. Alors comment appréhendez-vous cette réforme? Alors je vais vous répondre. J'ai fait campagne auprès des différents maires notamment. Hein. Je peux vous dire que aujourd'hui la population elle a besoin d'élus de proximité. Donc, pour moi, je ne suis pas favorable qu'on diminue comme ça les élus parce que c'est un besoin aujourd'hui. Les gens, ils vont pas voir le ministre quand ils ont un problème. C'est directement l'élu concerné. Un maire est important. C'est pas un adjoint, c'est un maire. Un sénateur, il faut qu'il soit proche des collectivités territoriales, qu'il puisse accéder voir le président, le maire, le conseiller régional. Est-ce qu'il y a pas trop de parlementaires en France, selon vous? Non. Non. Pour moi, non. Emmanuel Capu, même question. Ça va être délicat. Je pense qu'il n'y a pas besoin de 577 députés en France, il n'y a pas besoin d'autant de sénateurs que ce que nous sommes. Ça ne me choquerait pas qu'on réduise de façon sensible le nombre de parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ce qu'il faut, c'est garder une représentativité, notamment des départements ruraux. Mais moi, dans mon département, on serait 3 sénateurs au lieu de 4. Je pense qu'on ferait aussi bien le travail. Ouais. Comment appréhendez-vous cette réforme, Rachid Temal? C'est pas évident hein, quand on est concerné. Tranquillement. Oui. Il y a 2 façons de voir les choses. Soit on dit effectivement, il y a une forme de populisme sur il y a trop d'élus, réduisons. Je ne vois pas en quoi ça change beaucoup les problèmes des Français. Et puis il y a une autre approche. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est à un moment donné d'avoir aussi une démocratie parlementaire, une démocratie sociale. Les syndicats aussi. Et donc la question, mais qui d'ailleurs est de ce gouvernement-là, de ce président de la République, c'est qu'il n'y aurait rien entre un homme et le peuple. Moi, je ne participe pas de cet état d'esprit-là. Je considère que la démocratie, c'est aussi avoir des oppositions. C'est aussi avoir du débat. Et donc, encore une fois, que ce soit d'un niveau parlementaire ou social. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne rentrerai pas dans ce débat-là du nombre, qui est un chiffre rouge qu'on agite, mais plutôt comment on fait pour revigorer, renouveler la démocratie française. Pourtant, et là, mettons tout sur la table. Parti, et on sait que le chef de l'État a demandé aux 2 assemblées de réfléchir. Oui, je vous l'ai dit. Voilà. Il a demandé et donc il faudrait agir. Non, la question, c'est qu'on peut dire... Parlons de comment faire une démocratie du XXIe siècle en France, et à partir de là, mettons tout sur la table. Mais c'est ça l'idée, améliorer la démocratie. Pour Catherine Procaccia, sur cette question, et notamment Gérard Larcher a dit le Sénat contraint sur la réduction du nombre de parlementaires. Je pense qu'on est trop nombreux, parce que vous verrez, si les 348 sont présents et les 348 veulent parler même 2 minutes 30, qui est notre temps de parole, c'est absolument impossible à faire. Donc, on peut diminuer le nombre, 577 députés, on peut diminuer le nombre. Par contre, il faut réussir à maintenir cette représentativité et surtout, comme vous l'avez dit, ce rapport entre Assemblée nationale et Sénat. Par contre, ce qui est beaucoup plus grave, c'est de toucher aux conseils municipaux. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est de couper le lien avec la population, parce que vouloir, en particulier qu'au Sénat, c'est la loi qu'il a voulu... c'est pas un mandat unique, puisqu'on peut toujours avoir un autre mandat à partir du moment où on n'est pas dans l'exécutif. Mais c'est pas bon pour nous, les représentants des collectivités locales, de n'avoir des gens qui n'ont aucune expérience locale. Et ça, là-dessus, il faudra continuer à se battre de telle sorte que n'arrivent pas au Sénat des gens qui ne connaissent absolument rien à la réalité des collectivités. Ces fameux élus hors sol, c'est ça? Oui, c'est tout à fait. Hors sol, on en a vu arriver quelques-uns déjà à la précédente mandature. On a vu ce que ça donnait, puisqu'ils ont une approche qui correspond à peu près à ce qu'on peut lire ou dans la presse ou dans les réseaux sociaux, où on dit tout et n'importe quoi, sans connaître la réalité. Et comme vous le disiez, madame, mais les électeurs, ils viennent nous voir, y compris nous, sénateurs, pour dire mais ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et s'il n'y a plus de relais sur place, c'est une catastrophe. Votre avis, Michel Gréaume, sur le non-cumul et de ce qui vient d'être dit sur ce plateau? Je suis tout à fait d'accord. Le non-cumul, on ne peut pas tout faire, sinon on survole. On est là pour travailler, on est là au Sénat, c'est pas pour juste faire de la représentation. Mais je pense, et j'en suis certaine, c'est qu'il faut garder le contact avec le terrain, avec les collectivités locales, savoir exactement ce qui se passe. Parfois, il y a des lois qui sont votées, on ne voit pas dans les collectivités territoriales comment elles arrivent, comment elles sont appliquées, et généralement, elles sont appliquées après coup.
est en retard. Donc je pense et j'en suis persuadée qu'il faut absolument garder ce contact qui est important. Et pourtant, le non-cumul, ça va permettre aussi peut-être de favoriser la présence ici des nouveaux sénateurs. Ça, c'est important pour l'image du Sénat, Emmanuel Capus. Ce qui est certain, c'est que le non-cumul, moi je ne vais pas cracher dessus, puisque c'est grâce au non-cumul que je suis sénateur aujourd'hui. En revanche, ce qu'il faudra, c'est garder vraiment le lien, je suis d'accord, avec le terrain. Parce qu'ici, dans cette Assemblée, on avait quasiment un tiers de présidents de conseils départementaux, un tiers de maires. On avait vraiment une Assemblée avec des élus qui avaient vraiment l'habitude du terrain. On va avoir des élus nouveaux, il ne faut pas qu'ils décrochent complètement de la réalité du terrain. C'est pour ça que moi j'ai décidé de rester conseiller municipal d'Angers et conseiller de l'agglomération, parce qu'il faut vraiment qu'on reste au contact direct d'abord pas que des électeurs, mais de tous nos citoyens. C'est ça, là, à mon avis, la priorité qu'on doit avoir et ne pas tomber dans une assemblée que d'apparatchiks. Est-ce que l'organisation des travaux du Sénat, Rachid Temal, permet justement de maintenir ce lien avec le territoire ? Je pense que l'organisation de la semaine le permet. Et après, il faut Théoriquement. Théoriquement, vous êtes élu francilien, c'est peut-être plus facile que certains. Tout à fait valdoisien même. Un beau département du Val d'Oise qui a cette particularité d'avoir aussi une partie rurale, on oublie souvent, et très urbaine, donc c'est une mini-France. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce qu'on nous présente comme organisation, et on verra à l'usage, je pense qu'on peut s'organiser pour être à la fois législateur, ce que nous sommes, et en même temps travailler sur le terrain. Moi, je vais travailler sur le Val d'Oise, notamment au sein d'un conseil sénatorial, et faire en sorte que l'ensemble des élus puissent être en lien avec effectivement les sénateurs, parce que si on est les représentants des collectivités aussi, il faut encore les rencontrer, travailler avec les élus locaux sur les projets de loi, sur leurs problématiques au quotidien. Il y a plusieurs points qu'on peut noter. Et puis moi, je vais, là aussi, dans les prochaines semaines, travailler sur la question du Grand Paris, puisque un des projets, ce serait de faire un Grand Paris, mais on retirerait notamment du Val d'Oise l'aéroport pour le mettre dans la métropole, ce qui voudrait dire en gros la métropole prend le plus, et en dehors, non plus du périphérique, mais de la métropole, un mur invisible où on laisserait, on va dire, les 100 grades, les 100 classes. Mais j'ai pu noter que le président de la République était adepte de cette approche-là. Ouais. Catherine Procaccia, est-ce qu'on a suffisamment le temps ici au Sénat de se faire le relais justement des inquiétudes des collectivités, ou est-ce qu'une fois que la session débute, eh bien, il faut aussi voter la loi, ça, et on le rappelle, c'est aussi la fonction première du Sénat. Non, on a encore le temps, d'autant plus qu'on a la volonté, et on a la volonté de ne pas être des élus déconnectés. Donc effectivement, quelquefois, on peut privilégier le fait d'aller sur le terrain, qu'on soit en province ou en banlieue parisienne, plutôt que d'être dans quelque chose qui ne nous paraît pas essentiel. En plus, n'importe quel parlementaire n'est pas compétent sur tout. Je me souviens peu importe, de loi sur l'eau, moi qui suis du Val-de-Marne, bon, certes on a la Marne et on a la Seine, mais c'est pas pour autant que j'ai des compétences. Vous pouvez vous dire, ce jour-là, je ne suis pas en séance, et là je vais voir les élus, les maires, les enseignants, ce qu'ils demandent. On peut le faire. Par contre, on a des gros progrès à faire quant à l'organisation de la semaine, puisque il y a 3 ans, je ne veux pas vous décourager, mais on nous avait dit vous travaillerez le mardi, mercredi, jeudi, comme ça le lundi et le vendredi, vous pourrez être en circonscription. Et on avait des textes le lundi, on avait des textes le vendredi, y compris le samedi. Donc c'était un peu compliqué. Notamment en période budgétaire. Vous avez conscience de tout ça, Emmanuel Capus, vous qui siégez à la commission des finances. On sait que justement, avec le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui arrive, ce sont de longs marathons budgétaires. On a abordé cette question ce matin même en commission des finances. Effectivement, j'ai découvert qu'effectivement, c'était du lundi au samedi et parfois même le dimanche. Ce qui me paraît effectivement pas très moderne dans la façon d'envisager la semaine. Alors on nous a demandé de nous organiser, notamment familialement, mais c'est vrai que moi je trouve quand même, je suis un peu surpris de ce mode de fonctionnement, quand même, de la façon dont on va voter le texte, le principal de l'année, je pense, y compris le dimanche. Bon, donc moi je l'ai dit, j'arrive dans une nouvelle maison, j'arrive humblement, mais c'est vrai que ça m'a surpris comme fonctionnement. On a beaucoup parlé de l'opposition systématique du Sénat. Est-ce que ça vous paraît aussi peut-être une prise de risque par rapport à la légitimité du Sénat peut-être, Rachid Temal, je donnerai la parole à Michel Gréaume d'abord. Pardon. Oui, c'est sur cet aspect d'opposition systématique. C'est pas forcément systématique. Comme tout à l'heure, Madame le disait, ça arrive que sur certains points, tout le monde est d'accord. On n'est pas forcément... on défend nos idées, comme
comme toute politique, quoi. Mais c'est pas forcément constamment du contre parce que c'est pas notre réseau politique. Non, pas du tout. On est là pour travailler justement pour les citoyens et défendre leurs projets dans notre territoire. Donc voilà. Ouais. Ça, j'étais mal. Ça, c'est une fable qu'on nous a expliqué qu'il y avait un ancien monde et un nouveau monde. Enfin, je veux dire, tous les parlementaires savent bien que dans l'ancien monde, en tout cas avant, parce qu'il y a eu un avant 2017, il y avait effectivement un texte qui était voté ensemble. Il n'y a pas de systématique, il n'y a pas d'approche pavlovienne. Donc il faut se détendre et qu'à chaque fois qu'il y a d'abord le principe c'est de l'amendement pour améliorer. Et puis quand il y aura nécessité de voter le texte parce qu'il va dans le bon sens, nous le voterons. Et quand nous ne serons pas en désaccord, nous voterons contre. Voilà, c'est aussi ça la démocratie. La démocratie, c'est peu à la fin. Il n'y a pas de problème de positionnement politique. Non, nous sommes nous. Socialiste, vous serez à la fois dans l'opposition à la majorité ici sénatoriale de Sûr, droite, la majorité et aussi parfois. Nous sommes pas. Vous ferez cause commune face au gouvernement. Nous sommes dans l'opposition à la majorité sénatoriale de droite, mais nous sommes également dans l'opposition au gouvernement d'Emmanuel Macron. Et quand on prend le projet de loi de finances, franchement, je vois pas comment on peut faire autrement. On pourrait résister, mais c'est pas le débat. On reviendra une autre fois. Mais toutes les mesures qui, franchement, favorisent les plus aisés au détriment des moins, puisque quand vous avez l'appel, on vous retire de l'argent. Quand vous avez des lingots d'or, on vous en rend. C'est ça le gouvernement. Ça, c'est votre analyse que ne partage peut-être pas Catherine Procaccia. Je suis un peu de cet avis pour l'instant, mais je ne me suis pas planché sur le budget et ce n'est pas mon secteur privilégié, mais effectivement, on a des approches qui peuvent être complémentaires. Et je vous rappelle que le Sénat a voté la plupart des textes sous le gouvernement Hollande, mais a voté le texte du Sénat, qui était amendé et qui était souvent voté avec une forte majorité parce que ça correspondait à nos attentes. Alors, les projets de loi de finances sont un peu différents par nature d'autres textes, mais on vote des textes, on les fait avancer, on essaie de faire avancer nos idées. L'important, c'est que le gouvernement ne soit pas complètement fermé à des évolutions, parce que ces évolutions que nous apportons et que nous votons au Sénat, elles vont pour l'intérêt du texte de loi, son efficacité et l'efficacité par rapport aux Français. Parce qu'on évoque le projet de loi de finances, on se souvient que l'année dernière au Sénat, la partie recette avait été rejetée, ça avait été jugé insincère comme budget. Il faut s'attendre à ce type de... Oui. Parce qu'après, la Cour des comptes a dit la même chose. Ce type de coup de théâtre, de coup d'éclat, Emmanuel Capu, de la part du Sénat. Ça, je ne sais pas. Moi, je vous dis, je viens d'arriver à la Commission des finances, donc on verra. Ça me surprendrait. Je crois qu'effectivement, l'année dernière, il y a eu pas mal d'irrégularités que le gouvernement d'Édouard Philippe, d'ailleurs, a découvert dans une, entre autres mesures, en arrivant en fonction. Donc, je ne pense pas avoir ce genre, en tous les cas, j'espère pas, avoir ce genre de surprise cette année. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi, et c'est ce qu'on peut dire, que le Sénat serve de laboratoire à la droite pour 2022, Emmanuel Capu, ensuite Catherine Procaccia? Moi, je pense qu'il y a une vraie recomposition politique, contrairement à l'ensemble de mes collègues sur ce plateau. J'ai une particularité, c'est que je crois réellement qu'il y a une recomposition politique qui est en cours. Je crois réellement que l'élection d'Emmanuel Macron, qui a quand même chassé du paysage politique 2 anciens présidents et 3 anciens premiers ministres, change la donne. Et je crois réellement qu'y compris au Sénat, il y a une nouvelle donne, notamment avec l'arrivée du groupe En Marche, mais surtout du groupe des Indépendants, La République et Territoire, auquel j'appartiens. Et qui est effectivement dans une position qui est très claire, qui est de ne pas s'opposer systématiquement au gouvernement, d'être très clairement dans une démarche constructive vis-à-vis du gouvernement et d'être vigilant bien sûr sur le reste, mais dans une démarche positive. Donc il y a quand même quelque chose de différent et je crois réellement que les vieux clivages gauche-droite sont, à mon sens, aujourd'hui périmés. Rachid Temal, sur ce point. Il n'y a plus de clivage gauche-droite? Je pense que si. Et d'ailleurs, c'est l'histoire même de notre République. Parce qu'une fois qu'on a dit il n'y a plus de clivage, que je ne partage pas, qu'est-ce qui nous reste? Non, il y a des différences notables entre une politique de droite ou de gauche. Mettons d'autres mots si vous le souhaitez. Mais encore une fois, quand vous regardez les décisions qui ont été prises sur l'APL et sur l'ISF, c'est une politique, et vous ne pouvez pas nous expliquer qu'elle est centriste. Elle est de droite, ou appelez-la comme vous voulez, libérale. Et donc, il y a bien différence. Nous combattons cette politique-là. Donc, il n'y a pas l'ancien monde et le nouveau monde. Il faut que chaque parti, et c'est l'histoire de tous les partis, ont su évoluer avec la période. Et donc, il faudra encore évoluer. Mais il n'y a pas un monde avant et après. Il y a un nouveau président de la République. Nous le respectons. Nous respectons sa majorité. Et je reviens sur un élément. Il faudrait encore que ce gouvernement-là accepte les amendements. On ne peut pas considérer qu'à l'Assemblée nationale, c'est circulaire, il n'y a rien à voir. Il faudrait que le gouvernement entende dorénavant, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, que la démocratie, c'est effectivement
aussi de faire des compromis, en tout cas comprendre ce qu'entendent et entendre ce que disent les élus. Trancher systématiquement l'Assemblée nationale, ce qui était quand même le cas sous l'autre mandature. Catherine Procaccia, je reviens à ma question. Est-ce que la campagne pour la présidence des Républicains peut s'inviter aussi ici au Sénat et avoir un certain effet? Elle s'invitera au sein de notre groupe. Mais avec une répercussion aussi sur la position du Sénat sur certains textes, peut-être? Non, je ne crois pas. Non? Je ne crois pas, pour avoir connu quand même plusieurs élections à la présidence, ça ne s'invite pas dans l'approche des textes. Nous votons, en tout cas nous, au groupe républicain, on vote avec nos convictions et parfois on ne vote pas tous ensemble. Est-ce que vous pensez que le Sénat est à l'abri quand même des influences politiques, politiciennes, Michel Gréaume, pour travailler, pour faire avancer le travail législatif? Je dis que chacun a un rôle ici, quelle que soit la politique. Je vais un peu parler comme mon collègue. En effet, moi, je suis là pour essayer d'aider les citoyens et les collectivités qui aujourd'hui se sentent quand même bien étranglés. J'ai fait le tour des maires. Je peux vous dire qu'avec la baisse des dotations, pour certains, ils sont obligés d'augmenter leurs impôts. Ou certaines prestations à la population. Alors vous pensez bien qu'aujourd'hui, il y a quand même l'austérité qui s'installe fortement. On parle de baisse d'APL, on parle d'augmentation de la CSG. Ça devient de plus en plus difficile. Donc moi, je suis là surtout pour défendre toutes ces politiques d'austérité. Voilà. Peut-être sur cette question de la présidence des Républicains, ça va impacter le travail de la droite sénatoriale, Emmanuel Capus? Moi, je crois que le Sénat n'est pas en dehors du monde. Il est moins soumis aux influences extérieures, mais il y est quand même soumis, dans une moindre mesure. Mais l'émergence du groupe auquel j'appartiens démontre très clairement qu'il y a deux lignes à droite. Il y a une ligne qui, au deuxième tour des présidentielles, a voté Macron et a refusé de s'abstenir ou de voter Le Pen. Et puis il y a une autre ligne. Et c'est vrai que ça a une influence quand même, et ça aura une influence dans les travaux. Peut-être pas dans les travaux parlementaires, mais en tous les cas dans la configuration des groupes actuels. Et moi, je suis certain qu'il y a beaucoup de mes collègues qui sont LR comme moi, qui ne se sentiront pas très à l'aise demain lorsque la ligne de M. Wauquiez emporte la présidence du Parti des Républicains, ça c'est certain. On dit que la droite, Catherine Procaccia, veut reconquérir le pouvoir par les territoires. Le Sénat pourrait justement servir de première étape aussi à cette droite. On avait déjà gagné les départements, des régions et des communes dans les dernières élections. Ça ne nous a pas permis de gagner ni la présidentielle ni la législative. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'en France... En profitant justement de la grogne des élus. Oui, mais ce qui est important, c'est qu'en France, tout le pouvoir ne soit pas d'un même côté. Et la démocratie, on l'a dit, c'est aussi une imposition. À partir du moment où une période, après 2012, finalement, tout était aux mains de la gauche, c'est pas plus sain que tout aux mains de la droite. Et là, le fait que les territoires soient mélangés, en tout cas à droite et gauche, que le Sénat soit à droite et que l'Assemblée nationale soit dans République en marche, permet un équilibre, en tout cas, des réflexions et un équilibre des pouvoirs. Et c'est, je crois, comme ça que doit fonctionner une démocratie comme la France. Tous les pouvoirs d'un côté ne sont jamais bons. Ouais. Équilibre des pouvoirs, Rachid Temal, Gérard Larcher lui dit contre-pouvoir. Ça peut être effectivement un contre-pouvoir. Les collectivités sont aujourd'hui quasiment le dernier contre-pouvoir. Je vous l'ai dit, l'Assemblée nationale, cette majorité de la République en marche, vote tous les textes sans amendement. C'est quand même la négation même de ce qu'est la fonction de représentant du peuple. Donc effectivement, oui, les collectivités, qui sont très largement touchées par la baisse de dotation, le Sénat qui les représente, et je souhaite aussi attirer l'attention sur le plan social qui se prépare. La fin des emplois aidés, c'est le plus grand plan social qui se prépare, notamment pour les associations. Moi, j'en rencontre beaucoup qui aujourd'hui vont devoir fermer leurs portes et leurs actions auprès de nos concitoyens. Eh bien, merci. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Depuis hier, le musée du Luxembourg accueille l'exposition Rubens, portrait princier. Alors, car s'il se voulait d'abord peintre de grands sujets historiques, Rubens excella aussi dans le domaine du portrait d'apparat, dont les plus connus sont ceux de Marie de Médicis et Louise Grégoire. Rubens, maître des princes, peignait l'aristocratie comme Visconti l'a filmé. Promoteur du style baroque, Pierre-Paul Rubens insuffle la vie à ses modèles. À travers plus d'une vingtaine d'œuvres, l'exposition du Jardin du Luxembourg expose le portrait des plus grands princes d'Europe du XVIIe siècle.
Des corps raides, des regards froids, Rubens grave à jamais ces hautes figures de l'aristocratie européenne dans le moule de l'histoire. Le rôle de Rubens, à la fois peintre et ambassadeur d'une certaine manière, lui permettait, sa fonction de peintre lui permettait d'avoir un accès privilégié au souverain justement pour saisir dans des séances de pause ses traits. Et ce moment privilégié lui permettait aussi d'avoir l'oreille du prince. Rubens nous plonge dans les méandres de la diplomatie du XVIIe siècle. Cet ancien diplomate anobli de foi fut largement inspiré par le contexte européen de l'époque. Rubens est certainement le plus européen de tous les peintres de son temps, qui a œuvré pour la paix, pas toujours avec les succès qu'il aurait souhaité, certainement, mais en tout cas c'est un homme qui compte dans le paysage politique de l'époque. Rubens, marqué par son héritage flamand, prouve à travers tous ses portraits qu'il était peintre des princes et prince des peintres. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir l'ancien premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Bonne soirée à tous et à lundi.